Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, les principaux titres de l'actualité. Après Berlin en Allemagne où il a pris part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique, le président Alassane Ouattara a invité ce mercredi au Parlement européen à Strasbourg. Vous entendrez le chef de l'État dans quelques instants. Le Premier ministre est de retour d'une mission de mobilisation de ressources dénommée Eurobond 2017. La mission a permis de lever 1140 milliards de francs CFA. Amadou Gon Coulibaly indiquait que le succès de l'opération est le témoignage de la confiance des marchés internationaux au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Et depuis quelques semaines, il pleut sur la Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan. Les dernières pluies diluviennes ont fait des victimes dans des quartiers de communes populaires tels que Yopougon, des victimes soutenues par le gouvernement. Dans ce 20h, nous irons à Londres, en Angleterre, où un incendie a fait 12 morts et plus d'une cinquantaine de blessés, bilan provisoire. Voilà pour le sommaire. Commençons par le Parlement européen, où le président Alassane Ouattara a pris la parole ce mercredi. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoué. Un autre grand pas franchi ce mercredi pour le positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Après la brillante élection de notre pays dans le cercle restreint des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'artisan de cette diplomatie offensive, le président Alassane Ouattara, est accueilli officiellement au Parlement européen au son de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et celui de l'Union européenne, l'Ode à la joie de Beethoven. Photos de famille, entretien restreint et signature du livre d'or du Parlement au salon protocolaire. Alassane Ouattara est conduit à l'hémicycle où l'attend 751 parlementaires, issus de 28 pays européens et représentant 500 millions de citoyens. Le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, élu pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable, a félicité au nom de tous les parlementaires présents les immenses efforts accomplis par la Côte d'Ivoire, un pays qui sort de crise. Votre venue s'inscrit donc dans un cadre de rapprochement et de renforcement de notre partenariat avec d'une part l'Union africaine et de l'autre les États membres qui la composent. Je tiens à saluer le travail extraordinaire que vous avez fait dans votre pays. Sortir d'une guerre civile, renforcer les institutions et l'état de droit, redresser, dynamiser et diversifier l'économie en créant une base industrielle, améliorer les indicateurs sociaux. La Côte d'Ivoire se classe parmi les économies à forte décroissance dans le monde, 8% estimé cette année. Elle peut et doit servir d'exemple à d'autres pays du continent africain, en particulier en Afrique de l'Ouest. Il a salué l'exemple d'intégration réussie de la CEDEAO sous la houlette du président Alassane Ouattara et émis l'idée d'un Schengen africain afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. L'invité spécial de la séance plénière du Parlement, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est dit impressionné par les valeurs humanistes qui font de l'Europe un espace de stabilité. Avant de relever les 3 défis majeurs qui auront un impact important sur l'avenir de la planète et sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, le réchauffement climatique, les flux migratoires et l'expansion démographique. Le 12 décembre 2015, les dirigeants du monde se sont réunis à Paris pour adopter un accord historique sur le climat. Cet accord, qui a été ratifié par la très grande majorité des États, y compris la Côte d'Ivoire, constitue pour notre planète une opportunité unique de contenir le réchauffement climatique dans des limites raisonnables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de mettre en œuvre cet accord afin que les effets néfastes du réchauffement climatique sur l'homme et l'écosystème soient maîtrisés. À cet égard, l'Europe, comme cela a toujours été le cas, lorsqu'il s'agit de grands enjeux mondiaux, peut montrer la voie. L'Europe doit en particulier continuer à mobiliser les opinions, les financements et les technologies indispensables à la transition énergétique
afin que l'accord de Paris soit irréversible. Le second défi que je voudrais adresser et auquel notre planète est confrontée est celui des flux migratoires non régulés et de l'emploi des jeunes. Lors du sommet de la Valette sur la migration en novembre 2015, j'ai indiqué aux chefs d'État participants que les événements dramatiques qui causent la mort de milliers de personnes dans les eaux de la Méditerranée et dans le Sahel appellent à davantage de solidarité et de concertation entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons cependant fait remarquer que les mouvements migratoires intra-africains sont nettement supérieurs en nombre à ceux que l'on observe entre l'Afrique et l'Europe. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire accueille près de 5,5 millions de ressortissants étrangers sur son territoire, pour une population totale d'environ 24 millions d'habitants, soit 26%. Les transferts de cette diaspora africaine vers leur pays d'origine représentent chaque année près de 1% du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est donc dire à quel point l'hospitalité et la générosité ivoirienne portent une bonne contribution au développement des pays voisins. Mon pays continuera de faire preuve de solidarité envers toutes ces populations. Il est donc important qu'il soit soutenu afin de continuer à créer des emplois lui permettant de demeurer une terre d'accueil et d'hospitalité. Le dernier défi que je voudrais évoquer est celui de l'expansion démographique. Selon les projections de la division de la population de l'ONU, la population mondiale, qui est d'environ 7,4 milliards d'individus actuellement, dont 1,2 milliard d'Africains, dépasserait 10 milliards en 2056. Dans cet ensemble, l'Afrique connaîtra la croissance la plus forte, qui représentera 50% de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. L'Afrique, berceau de l'humanité, continuera paradoxalement d'être la région la plus jeune du monde jusqu'à la fin de ce siècle. Ce constat interpelle tous les dirigeants africains, mais aussi les dirigeants du monde entier. En effet, la stabilité de l'Afrique, mais aussi celle du reste du monde, dépendra de la manière dont sera traitée la question de la jeunesse au cours des prochaines décennies. La prise en compte de l'expansion démographique dans les programmes de développement nécessitera de mettre un accent particulier sur le capital humain, notamment l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Des investissements massifs devront être par ailleurs réalisés en matière d'infrastructures, y compris les grands projets sous-régionaux, les transports, l'électricité, l'éducation et la santé. Les députés européens, conquis par l'expertise du président Alassane Ouattara, lui ont offert un standing ovation, comme pour lui confirmer encore une fois leur soutien total pour toutes ces initiatives en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Restons sur place au siège du Parlement européen où notre envoyé spécial Abiba Dambélé a recueilli quelques réactions après l'intervention du président ivoirien. J'étais assez frappée de voir son insistance concernant, c'est peut-être un aspect que nous ne connaissons pas suffisamment ici en Europe, la nécessité d'encourager les investissements pour donner du travail à tous ces jeunes et pour leur éviter aussi d'être tentés par les passages de la Méditerranée en pensant trouver un avenir meilleur. Il nous a parlé d'Afrique, il nous a parlé de son pays, de la Côte d'Ivoire, en insistant sur l'importance de l'Afrique dans l'économie globale, dans la politique également qui se fait aujourd'hui. Il a insisté également sur le potentiel important qu'a votre pays, la Côte d'Ivoire, de tous les points de vue, et sur la nécessité d'un travail commun entre nous, Européens,
les Africains, en particulier la Côte d'Ivoire, dans différents dossiers, qu'il s'agisse de la question du changement climatique, de la lutte antiterroriste. Tous les groupes parlementaires étaient consentants pour que le président puisse passer au Parlement européen. Je peux vous dire honnêtement que sur le plan européen, notre président est vraiment adoubé et il a vraiment une grande cote au niveau de l'Union européenne. Membre non permanent au Conseil de sécurité, aujourd'hui le président Ouattara passe au Parlement européen, c'est vraiment la bonne cerise sur le gâteau. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce passage de la délégation ivoirienne conduite par le président Alassane Ouattara au Parlement européen ce mercredi. Avant Strasbourg, Alassane Ouattara a été reçu à Berlin au siège de la présidence fédérale allemande, où il a pris part au dîner offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter, et dîner offert aux chefs d'État et de gouvernement africains présents à Berlin dans le cadre de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le Premier ministre est de retour d'une mission de mobilisation de ressources dénommée Eurobond 2017. L'opération a permis d'élever 1140 milliards de francs CFA. Amadou Gon Coulibaly a fait le bilan de cette mission au micro de notre reporter, Lassine Bakayoko. Paris, Munich, Francfort, Londres, New York et Boston. La tournée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans ces 6 grands pôles financiers internationaux a porté fruit. Près de 1140 milliards de francs CFA récoltés sur le marché de l'Eurobond. Nous étions partis pour une mobilisation de 500 millions d'euros. Les souscriptions donc, se sont élevées à 4 milliards 500 millions d'euros. Naturellement, nous avons pris donc, ce qui était nécessaire pour le financement du budget. Le montant spécifique en euros était de 625 millions d'euros. Pour le dollar, nous étions partis pour 1 milliard 250 millions de dollars, dont une partie de restructuration de dettes. Là aussi, la souscription donc, a été importante, quasiment 4 fois donc, le niveau donc, de notre émission de base. Et les taux d'intérêt étaient aussi exceptionnels, et principalement pour l'euro où nous sommes allés, nous sommes ressortis avec un taux de 5,125%. Ce nouvel emprunt est d'autant plus important que la Côte d'Ivoire a de grands projets d'infrastructure à réaliser. Face à la communauté internationale des finances, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis en avant les nombreuses réformes liées, entre autres, à l'environnement des affaires et à la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le leadership du chef de l'État aura également été un argument de poids. Non seulement nous avons pu donc, mobiliser les ressources que nous voulions, mais c'est surtout la confiance que les investisseurs ont placée donc, dans le pays qui a été remarquable, compte tenu du niveau de souscription. La communauté financière internationale a réaffirmé donc, sa confiance dans le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire et a confiance dans la vision que le président a donc, de notre pays. Cet eurobond est le 3e emprunt obligataire en devises étrangères de la Côte d'Ivoire, après ceux de 2014 et 2015, où le pays a réussi à lever respectivement 375 et 500 milliards de francs CFA. Le ministère du Plan et du Développement organise demain jeudi à Yamoussoukro la cérémonie de vulgarisation des politiques prospectives. Il s'agit de l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 et du PNB, le Plan national de développement pour la période 2016-2020. Objectif, assurer le succès de ces documents stratégiques, surtout dans la transparence. Lassine Bakayoko, encore sollicité. À la fin de cette rencontre de Yamoussoukro, les acteurs impliqués dans la planification de la Côte d'Ivoire de demain auront maîtrisé l'étude nationale prospective 2040 et le plan national de développement 2016-2020. On a des partenaires techniques et financiers qui nous appuient. Il est important que ces partenaires-là sachent qu'il y a une bonne mobilisation autour des objectifs et des visions que contiennent ces documents et qui illustrent que la Côte d'Ivoire a impulsé une dynamique et que cette dynamique est la dynamique de tous les Ivoiriens. L'étude prospective a surtout l'ambition d'être un outil de réflexion, une boussole qui réponde aux aspirations à long terme de la communauté humaine nationale. La communauté humaine dont il est question peut être une famille, un village, une commune,
une région, une entreprise et dans le cadre de Côte d'Ivoire 2040, la nation tout entière. En ce qui concerne le programme national de développement, déjà en cours d'exécution, les besoins de financement s'élèvent à environ 30 000 milliards de francs CFA. Et les projets mis en ligne avec ce plan prévoient des investissements publics et des initiatives en partenariat avec le secteur privé. Il y a de grands groupes qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous sommes attractifs. Mais l'investissement a besoin de paix et de sécurité. Et ce à quoi nous appelons aussi nos amis de fonctionnaires à dialoguer dans la paix et dans la sécurité. Nous invitons aussi la grande muette à dialoguer dans la paix et dans la sécurité. Au cours de ce rendez-vous de mobilisation autour de la vision de développement souhaitée, toutes les activités seront conduites en plénière, à savoir la remise des documents liés aux deux études, les exposés sur les résultats obtenus, ainsi que les échanges entre les acteurs. C'était le volet économie et finances de ce 20h. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la célébration ce mercredi 14 juin de la Journée mondiale des donneurs de sang, une occasion mise à profit par le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, pour lancer un appel à plus d'engouement aux dons de sang ici en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Patricia Oumou-Etia. Entre 420 à 480 ml de sang sont prélevés en fonction du poids du donneur. Le don de sang prend environ 45 minutes si l'on ajoute le temps de l'entretien, le temps de repos et de collation. Instaurée en 2004, la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin a pour vocation de promouvoir le don de sang bénévole, à remercier les donneurs et à inciter les non-donneurs à effectuer ce geste solidaire. Pour cette année, le thème de la Journée mondiale des donneurs de sang, c'est « Que pouvez-vous faire en situation d'urgence ?» Il faudrait qu'on se mobilise au cours de la journée mondiale pour collecter le maximum de poches pour pallier aux éventuelles urgences. Et même après la journée mondiale, il faut continuer toujours à se mobiliser pour que le sang ne manque pas dans nos établissements de transfusion. Selon le Centre national de transfusion sanguine, les réserves sont actuellement très fragiles. L'établissement a rappelé que le mois de jeûne est une période sensible car la fréquentation des collectes a baissé. 30 donneurs par jour au lieu de 50 depuis le début du mois. Pour répondre aux besoins, une hausse de plus de 20% est souhaitée. Cette année, la campagne a mis en lumière les témoignages de personnes dont les vies ont été sauvées grâce aux dons de sang. Je suis mère de 5 enfants. Et c'est sur le 5e enfant que la mort a failli m'emporter. Mais grâce à nos donneurs de sang, Dieu a intervenu. Je vous dis ce jour que j'ai reçu jusqu'à 7 poches de sang, une personne. Ça veut dire que 7 personnes m'ont aidé. Un autre circuit qui permet de sauver des vies, c'est l'autotransfusion sanguine. L'autotransfusion, c'est des personnes qui sont programmées pour être opérées et qui choisissent de donner leur sang pour que le jour de l'intervention, si le besoin s'exprime, on puisse leur donner leur propre sang. Le service reçoit une dizaine de malades par mois, soit environ 30 poches de sang prélevées. Un mois avant l'opération, on prélève 400 cm3 de sang toutes les semaines. Cette méthode est employée pour les interventions à court terme. Cette technique reste encore méconnue des populations. Et sachez que dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la transfusion sanguine, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Depuis quelques semaines, il pleut sur la Côte d'Ivoire et ici, dans le district d'Abidjan, les dernières pluies diluviennes ont fait des victimes dans certains quartiers des communes populaires telles que Yopougon-Koprim, des victimes soutenues par le gouvernement. Le témoignage de Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Construction et le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant à Yopougon-Koprim, quartier en bordure de canal, pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan. Sur ce pan de 48 habitations, 5 ont été emportées par les eaux, faisant un blessé. En se rendant sur le lieu, la délégation ministérielle a tenu à exprimer la compassion et le réconfort du gouvernement. Il y a eu un blessé malheureusement
La personne qui a été blessée sera prise en charge entièrement par le gouvernement. Des consignes ont été données, vous avez respecté ces consignes-là. Et je crois que c'est le respect de ces consignes par vous qui a fait qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Je pense que le bien matériel, il peut se reconstituer. Il y a des mesures à prendre et surtout lorsque l'ONPC vient donner des informations sur les consignes de sécurité à respecter, il faut les respecter. Au niveau de l'aménagement du canal, déjà un projet d'un coût de 5 milliards est en cours pour traiter le canal. Cet événement vient nous montrer l'urgence d'engager les travaux. Le président Alassane Ouattara nous a demandé de ne pas laisser les familles en difficulté sans soutien. Les sinistrés, tout en saluant la présence du gouvernement à leur côté, ont émis des doléances. Nous avons dit qu'il fallait qu'ils nous relogent très rapidement pour leur permettre de faire facilement les travaux. Et puis de permettre la sécurité de la population parce que nous avons beaucoup d'enfants. De l'autre côté de la cité, une 60aine d'habitations sont en sursis. Le gouvernement appelle donc les populations à quitter ces sites à risque. Quand le gouvernement vous dit que cette zone est une zone dangereuse, c'est une zone où il ne faut pas rester, où il ne faut pas construire de façon anarchique, il faut écouter ces paroles-là. Très rapidement, nous allons vous dire ce qui est prévu. Le gouvernement va débloquer une enveloppe globale pour venir en soutien à toutes les familles en difficulté. La cité Yopougon-Koprim fait partie de la deuxième tranche de Niangon. Elle a été construite entre 1992 et 1993. Et face à la gravité de la situation provoquée donc par les fortes pluies, la Sodexam, société en charge de la météo, appelle les populations à la prudence, à éviter les zones à risque, des zones dangereuses. Issa Yeo. Des moments cauchemardesques pour les populations d'Abidjan. La cause, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique. Depuis quelques semaines, les populations du quartier Niangon-Koprim en ont fait les frais avec l'effondrement d'un bâtiment entier dans un trou à cause de l'érosion. Le jour de l'ascension, le 25 mai, il y a un immeuble qui est tombé. Samedi 3 juin, et cet immeuble est tombé à 23 h quand il pleuvait. Une saison pluvieuse qui trouble le sommeil de nombreux Abidjanais. C'est le bâtiment de mon voisin qui est là. Et quand le bâtiment partait tomber, ça a percuté ma maison, ma chambre d'en haut. Ça a cassé la chambre d'en haut et ça a fait descendre tout ce qui est fondation. Donc aujourd'hui, là, je ne peux même pas avoir accès à ma maison. Je ne peux pas l'avoir accès. À chaque fois il pleut, c'est comme ça. À chaque fois il pleut, c'est comme ça. On ne peut pas dormir. Si on avait vu le trou là, on n'allait même pas venir déposer une maison là. Quand il n'y a même pas de trou, c'est le trou qui est venu nous trouver. La fin du calvaire des populations risque de prendre du temps encore. La Sodexam annonce une forte saison pluvieuse cette année. Le temps nous présente une situation où nous aurons beaucoup de pluie en cette année. Durant cette saison, de grosses quantités de pluie tombent chaque jour sur les régions du littoral, de la bande centrale de la Côte d'Ivoire. Devant l'ampleur des dégâts, la Sodexam appelle la population à la prudence. Beaucoup de quartiers sont inondés. Inondés du fait que nous avons beaucoup de constructions, donc il faut qu'on sensibilise aussi les gens sur les périodes concernant les travaux. C'est-à-dire, c'est informer le peuple à faire plus attention quand il s'agit, par exemple, de faire des travaux de construction, consulter la Sodexam pour avoir des bonnes dates concernant les débuts de ces travaux-là, pour éviter qu'on ait du sable qui se retrouve dans les égouts et obstrue les voies d'écoulement des eaux. Pour sa part, le gouvernement, conscient de l'étendue des dégâts causés par les fortes pluies, envisage des mesures idoines pour protéger la population. Toujours dans notre environnement, sachez que 22 000 personnes meurent chaque année ici en Côte d'Ivoire du fait de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois. Et comme solution à ce constat alarmant, eh bien, des spécialistes de l'environnement proposent l'utilisation des foyers améliorés, mais surtout l'application du nouveau code forestier. Franck Okwadjo. Selon un rapport d'études rendu public par l'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés et les énergies de cuisson propres, près de 22 000 personnes meurent chaque année en Côte d'Ivoire du fait des combustibles domestiques, notamment le bois de chauffe et le charbon de bois.
Pour honorer Djibi Kilaï, près de 3 femmes qui exercent l'activité de fumage du poisson meurent de cancer dû à l'inhalation de cette fumée. C'est un problème social, un problème de santé publique. Dans notre pays, nous utilisons plus le bois, et comme nous le savons, en milieu rural, tout comme en milieu urbain, nous le voyons tous les jours, que ce soit nos ménages, que ce soit les consommateurs professionnels ou institutionnels, comme nous appelons dans les cantines scolaires, dans les casernes, dans les hôpitaux, même ceux qui font leur commerce et qui braisent le poulet, le poisson, ainsi de suite. Tout ce monde consomme énormément de bois. L'objectif pour nous, c'est d'amener ces populations qui utilisent le bois, d'utiliser alors d'autres combustibles propres qui puissent diminuer en tant soit peu la pression sur notre forêt. Dans sa présentation, le colonel Soro Yamani, directeur général des eaux et forêts, a confirmé que l'accroissement de la population induit une forte demande de bois, énergie nécessaire pour la cuisson des aliments, ce qui occasionne une pression sur les ressources forestières. C'est pourquoi le ministère des Eaux et Forêts, à travers le plan de développement stratégique à l'horizon 2045, entend trouver un équilibre entre les besoins de cuisson et de bois de chauffage dans les ménages et amoindrir les conséquences liées à la dégradation du couvert forestier. Le directeur général de l'environnement et du développement durable a encouragé le ministère des Eaux et Forêts à mettre en œuvre le nouveau code forestier qui met l'accent sur la protection de la forêt. Le docteur Aboua Gustave reste convaincu que ce nouveau code permettra de faire de chaque citoyen un acteur clé de la protection du patrimoine forestier du pays. Voilà, c'était le reportage de Frédéric Oulaï, stagiaire à la rédaction, commenté par Franck Kouadio. Niamien Konan n'est plus le président de l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire, un parti qu'il a créé en 2009. Il a rendu sa démission récemment au cours d'une réunion du directoire politique de son parti, le point avec Lassine Bakayoko. Le directoire politique de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, prend acte de la démission de son président Niamien Konan. Une nouvelle équipe intérimaire dirigée par Brahima Soro conduira le parti à son prochain congrès extraordinaire. Cette démission du président a conduit le directoire politique de l'Union pour la Côte d'Ivoire, qui est l'équivalent du bureau politique ailleurs, à prendre 2 importantes décisions. La première décision porte sur la désignation du secrétaire général, votre serviteur, en qualité de président par intérim de l'Union pour la Côte d'Ivoire jusqu'au prochain congrès, et ce, conformément aux dispositions statutaires du parti. La seconde décision est relative à la tenue d'un congrès extraordinaire dont la date a été fixée au samedi 8 juillet 2017. Le directoire politique de l'UPC appelle donc ses militants à la sérénité et au rassemblement. J'engage toutes les forces vives du parti, ainsi que ses instances, à tout mettre en œuvre afin que l'UPC continue de participer de manière constructive au débat politique en Côte d'Ivoire. Le ministre Niamien Konan a annoncé sa démission à la tête de l'Union pour la Côte d'Ivoire le samedi 10 juin dernier, parti qu'il a dirigé depuis sa création en 2009. En images, rendons-nous maintenant à Londres, en Angleterre, où un incendie a fait 12 morts et plus de 50 blessés. Bilan provisoire, des personnes seraient encore portées disparues. Avant de refermer ce journal, rappelons que la mémoire de Cheikh Tioté, international footballeur ivoirien décédé lors d'un entraînement avec son club chinois, a été donc honorée lors d'un service funèbre organisé sur place à Pékin. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février dernier après avoir passé 7 ans en Angleterre. La dépouille de Cheikh Tioté arrive en Côte d'Ivoire demain. Fin de ce 20h, merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous de l'information à 23h. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.